Mais à d'autres moments, pour inventer des réalités qui sont trop loin de notre quotidien, et par exemple inventer des modes de vie qui pourraient nous permettre de continuer à exister sur cette planète sans dérégler le climat, sans raser les forêts, sans aller chercher les poissons, etc. Là, je pense qu'on a besoin de passer par de la fiction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'existent pas pour le moment, même pas en germe, qui doivent être des idées folles, un peu comme ce que vous disiez par rapport à la science. Et là, je pense que des créateurs peuvent décider de s'arranger avec la réalité d'une autre façon, en construisant un cadre plausible, comme le disait Enki, mais en reconstruisant un monde, un peu comme l'a fait, par exemple, alors pas du tout avec cet objectif-là, mais comme l'a fait Tolkien. Quand il a écrit Le Seigneur des Anneaux, il reconstruit complètement un monde qui a sa cohérence, mais ce monde-là nous permet d'envisager une autre façon de vivre, une autre réalité. Et moi, je pense que par rapport au changement climatique, on a mais cruellement besoin que énormément d'imaginaire s'exprime. Pas seulement en disant il n'y a que cette façon de vivre là ou que celle-là, mais en proposant une infinité de pistes qui pourraient être ensuite récupérées par des scientifiques, par des politiques, par des entrepreneurs, etc. Alors, extrait les premiers mots du prologue de Animals, premier volet de votre trilogie, Enki Bilal, Coup de sang. Le coup de sang, écrivez-vous, est le nom du dérèglement climatique brutal et généralisé qui s'est abattu sur la Terre. La planète est totalement désorientée, dévastée, morcelée par des catastrophes naturelles hors normes. En quelques semaines, le monde a perdu tout semblant de cohérence. La nature a craché sa colère. Vous commencez Coup de sang sur ce constat très sombre et vous concluez la trilogie sur une tonalité plus optimiste. Animals, le volet 1, s'ouvrait dans un monde post-apocalyptique. Et La couleur de l'air, le dernier volet, le troisième, s'achevait sur un monde où la nature a repris le pouvoir, établi de nouvelles règles pour un nouvel Éden, tant que faire se peut. Quand vous pensez aujourd'hui, Enki Bilal, le déclin du monde, est-ce que vous vous obligez, ou est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de ne pas s'arrêter là et qu'il faut penser en parallèle un monde en devenir? Imaginer les contours d'un après qui ne soit pas que catastrophe, que apocalypse. Pour être complet sur la fin de cette trilogie, effectivement, le monde se recompose, il y a un espoir, mais la dernière image de La couleur de l'air, c'est une planète, notre planète recomposée, mais elle est cubique. Bon, ça prouve l'état d'esprit, voilà. Voilà. Et je l'avoue, cette fin, je l'ai trouvée une semaine avant de terminer, avant de mettre le mot fin. Avant, elle était ronde. Et les derniers mots, c'est de dire qu'une nouvelle ère s'ouvre. Voilà, donc absolument. il y a quand même une touche d'espoir. Voilà, exactement. Mais c'est aussi pour dire, attention, ne prenons pas tout ça trop au sérieux. Voilà. Cela dit, il faut, je pense que on ne peut pas... C'est un peu l'espoir, il faut qu'il soit présent, toujours. Il y a toujours une lueur, y compris dans ce que je fais moi. On me reproche souvent le côté sombre, on me dit vous devez être désespéré, mais quelle vie vous devez vivre à imaginer des choses pareilles. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il y a la dérision, il y a de l'humour, c'est extrêmement important aussi. Et dans les moments les plus terribles, dans les moments de guerre les plus terribles, l'humour et la création sont des moteurs extrêmement importants pour l'humain. Donc il y a toujours cette lueur d'espoir, elle existe. Et elle procure d'ailleurs l'euphorie de la création a besoin de ça aussi. Il n'y a pas que la douleur. Anne-Caroline Prévost. Alors effectivement, je pense que c'est très important, pour finir sur ceci, c'est que d'inventer des nouveaux mondes et des nouveaux récits et collectivement et parler avec nos émotions et nos affects, mais aussi nous-mêmes, individus et collectifs, on vit aussi au jour le jour dans un monde. On ne peut pas être complètement pessimiste tout le temps. On a aussi des moments de joie et d'émotions positives ou d'émotions négatives. Et finalement, à côté d'invention, de fiction, il y a aussi peut-être retrouver du sens à nos propres vies et à nos propres moments au jour le jour. Et moi, je suis écologue, je travaille vraiment à l'interface entre les sciences sociales et l'écologie. Et pour moi, des moments très positifs qui peuvent, ou des moments de révélation possible, ça peut être aussi en allant juste se retrouver quelque part dans un milieu qui n'est plus un milieu urbanisé ou plein d'humains, pour essayer de retrouver du sens à nos relations qu'on a avec l'autre humain et avec l'autre non humain. Et alors c'est peut-être très utopiste,
mais je me dis qu'au-delà en plus de toutes les constructions collectives, de tous les récits, de toutes les imaginations, retrouver du sens nous-mêmes sur notre propre position au monde permettra peut-être de construire de nouvelles relations aux autres et collectivement. C'est le sens de ce travail que vous menez dans ces ateliers avec cette jeune génération, c'est aussi de faire de la littérature le médium pour établir aussi ce lien homme-nature sur lequel vous plaidez, aussi ce lien entre la nature et l'urbain, l'homme et le social, avec cette envie de remettre la biodiversité au cœur de nos imaginaires collectifs. On entend avec vous trois l'importance et le sens qu'il y aurait à s'inventer des nouvelles fictions, des récits plus positifs, de changer aussi nos représentations. Et pendant ce temps, il y en a d'autres qui sont en train aussi d'imaginer notre futur. Et c'est notamment les GAFA qui ont une force de frappe, alors 1000 fois plus grande que l'auteur de bande dessinée que vous êtes, par exemple, Enki Bilal, et c'est pas minorer l'importance de votre travail. Alors, que peut l'imaginaire de la science-fiction contre un futur imaginé par Google, par exemple? Le problème, c'est que on est pris en otage. Le problème, il est là. L'addiction est créée et les réseaux sociaux sont une machine qui, au départ, était sublime, parce qu'elle ouvrait aux autres, à l'autre, mais on se rend compte à quel point elle est pernicieuse, perverse, cette machine. Donc, le pouvoir total, il est là. Alors, on a évoqué comme ça le livre, la littérature, la création, tout ça, ce sont des concepts qui sont en ce moment, je considère, mis à mal, mis en danger par ce déficit de transmission que la révolution numérique a créé. Et ça, c'est un fait. Moi, j'ai peur que, par exemple, je parlais du XXe siècle, j'ai peur que le XXe siècle, toute une frange d'une génération passe à côté, comprenne, voilà, parce que le XXe siècle, c'est loin. C'est pas leur histoire. Leur histoire, c'est à partir de maintenant et c'est avec l'outil qu'ils ont en main. Et cet outil, il est pernicieux, il est dangereux. Donc, voilà, c'est un mauvais passage à passer et je pense qu'il faut se battre pour le livre, pour la culture, pour la création. Effectivement, on est des vigiles quelque part. On est là pour dire, attention, demain, c'est important. Demain, il faut avoir aussi la mémoire. La mémoire se perd. La mémoire, on confie tout à des fichiers. Moi, le premier, je confie des choses à des fichiers qui disparaissent ou qui vont disparaître, que je mets de côté en me disant je vais m'y mettre plus tard. Voilà. Je diffère, donc je deviens paresseux. Voilà. Ça, on est face à ce danger. Et ce déficit de transmission, il est en cours, il est en marche. Donc, c'est à nous de le rétablir en essayant de faire en sorte que la mémoire devienne une matière première. La mémoire, voilà, c'est ça le sujet principal de l'éducation, je pense, aujourd'hui. Et c'est pour ça, vous l'avez évoqué, j'aime beaucoup cette formule de vous dites que vous vivez un peu dans un magma temporel, entre le passé, le présent et le futur, et c'est dans ce magma que vous puisez aussi vos idées et la matière de vos récits. Cyril Dion, vous avez récemment écrit, signé une tribune qui est parue dans Libération. C'était en décembre dernier, où vous appeliez les Gilets jaunes à rejoindre la marche pour le climat. C'était le 8 décembre dernier. Et demandiez à chacun d'arrêter d'opposer la fin du monde et la fin du mois. Récemment, on a reçu aussi autour de notre grande table des idées à France Culture le philosophe Frédéric Worms, qui nous donne régulièrement matière à penser sur la chaîne. Et lui estimait qu'il fallait hiérarchiser à un moment les priorités. La justice sociale devait passer avant la transition écologiste. Et c'est pas parce qu'il n'est pas sensible au réchauffement climatique, aux problèmes de notre temps, mais il a estimé qu'on ne ferait rien tant qu'on n'aurait pas réglé la question de l'égalité entre les hommes et cette question de la justice sociale. Alors ça, là, il y a matière à récit pour vous, aujourd'hui. Comment vous arrivez à faire converger, peut-être pas les luttes, mais en tout cas, ces deux ambitions, ces deux objectifs nécessaires? Ce que je disais dans cette tribune, c'est que la cause des inégalités qui fait qu'aujourd'hui, une toute petite poignée de personnes concentrent autant de richesses et la cause de la destruction des écosystèmes était en réalité la même,
cette grande fiction de capitalisme financiarisé dans laquelle nous vivons. Et qu'on avait une occasion, d'une certaine manière historique, de faire se rejoindre ces deux luttes, qui pour moi n'en sont qu'une seule, pour essayer de faire tomber ce système. Dans quel sens est-ce qu'il faut le faire? C'est une question relativement insoluble, qui est très complexe, parce qu'on est complètement enchâssé dans cette fiction, à la fois dans nos têtes, mais aussi dans nos mécanismes de tous les jours. Pourquoi est-ce que la crise des Gilets jaunes a commencé? Parce que c'est pas parce que les taxes ont augmenté en réalité, c'est parce que le prix du pétrole a augmenté. Et c'est d'ailleurs dans une lecture qu'on peut avoir de la géopolitique mondiale, à chaque fois que le pétrole augmente de façon significative, on va vers des crises. Par exemple, en 2008-2009, il y a un certain nombre de personnes qui lisent la crise économique mondiale au fait que le baril de pétrole était à 150 $, ce qui est absolument intenable pour nos économies qui sont complètement dépendantes au pétrole. Donc, est-ce qu'il faut commencer par résoudre la question sociale, et une fois que tout le monde est content à ce qu'il faut pour survivre, on s'attaquera à la question écologique? Ça n'est pas certain du tout. Ce qu'on a vu dans le passé, notamment en Islande par exemple, ce qu'on montre dans Demain, c'est qu'une fois que la situation sociale s'améliore, on repart vers une forme de confort et on ne s'occupe plus des problématiques écologiques. À l'opposé de cette théorie-là, il y a la théorie de David Holmgren, qui est un des créateurs de la permaculture, qui lui est pas du tout un radical au départ, qui est plutôt quelqu'un qui dit on a besoin de se réenchasser justement dans la nature, on a besoin de créer des communautés résilientes, donc il est très proche du mouvement de la transition et tout ça. Et lui aujourd'hui il dit cette stratégie-là qui consisterait à faire en sorte qu'il y ait une dynamique qui vienne du bas, qui réinvente la société, qui crée des communautés qui utilisent beaucoup moins d'énergie, qui font leur propre nourriture, on n'a plus le temps. Elle demanderait plusieurs générations pour avoir vraiment un impact à la mesure du danger qui nous menace. Donc, la seule solution qu'on a, c'est de provoquer une sorte d'effondrement du système économique capitaliste. En gros, de créer une crise économique plus grave que la dépression de 29, et que le système ne puisse pas s'en relever. Évidemment, c'est une stratégie du pire, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui aurait des conséquences terribles sur un certain nombre de personnes qui seraient confrontées au chômage, à la perte de leur maison, etc. Mais lui dit, d'une certaine manière, si on regarde les choses froidement, c'est la seule façon de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de façon brutale et très importante. Et ensuite, le système social devra se recomposer, on devra se recomposer avec ça. Donc c'est une théorie qui est radicalement différente. Merci beaucoup, Sylvie Durand, merci. D'avoir participé avec nous à ce forum France Culture. Merci Anne-Caroline Prévost, merci Cyril Dion et merci Enki Bilal. Je voudrais terminer avec ces trois mots de Cyril Dion, parce que vous écrivez aussi des poèmes. Alors, extrait d'Assis sur le fil, je suis un de cette civilisation, celle de la mer piscine et des arbres aux pots de fleurs. Vous connaissez par cœur la suite? Celle des champs magasins et de la poudre allumette. À ce monde j'appartiens, celui des larmes vides et des implants capillaires, des enfants gadgets et des pensées télé. Voilà, au plaisir de vous retrouver prochainement sur France Culture. On va maintenant faire passer le micro dans la salle si vous avez des questions. On a quelques minutes encore ensemble.